Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de modérer cette table ronde consacrée à la bande dessinée et d'accueillir 4 autrices et auteurs et leurs ouvrages. Donc nous avons la chance d'avoir affaire à 3 œuvres de bande dessinée importantes, riches et passionnantes. Chacune est d'un certain point de vue unique en ce qui concerne les sujets et les thèmes traités, aussi bien que les approches narratives, esthétiques et plus largement formelles, mais elles partagent un même intérêt pour une écriture graphique de témoignage et s'attachent à restituer l'expérience humaine et intime. Leur narration s'appuie sur un travail de ressaisissement d'un vécu personnel marqué par un attachement à la trace documentaire, et c'est sur cela que j'aimerais qu'on revienne aussi lors de cette table ronde en leur présence. Donc nous allons voir de quelle façon la bande dessinée, notamment celle du Maghreb et sur le Maghreb et le Moyen-Orient, épouse et traverse les contours et les marges d'une littérature qui s'apparente au carnet de bord et au carnet intime. Donc le premier ouvrage qui m'a été donné de lire, et je dois avouer que tous les ouvrages m'ont beaucoup plu, et je suis vraiment contente qu'on partage ça avec vous et de vous donner envie aussi d'aller les lire si ce n'est pas déjà fait. Le premier ouvrage, c'est celui que vous avez là. C'est l'ouvrage de Pierre Thys, de Brice Sandlauer et de Quentin Muller, qui s'intitule Traducteur afghan, une trahison française. Et donc, Brice Sandlauer et Pierre Thys, vous abordez l'histoire des traducteurs afghans en langue dari, ces fameux tarjoumen, qui ont travaillé pour l'armée française durant l'engagement de la France dans la guerre en Afghanistan de 2001 à 2012. Et vous évoquez l'abandon de ces traducteurs suite au retrait de nos forces. La France n'avait en effet pas mis en place de dispositif de protection pour ses anciens supplétifs et avait refusé d'accorder un visa à la majorité d'entre eux. À travers le récit de 3 traducteurs, vous traitez à la fois avec grandeur et à hauteur d'homme de ce sujet hautement politique. Nous suivons la vie de ces 3 traducteurs engagés aux côtés des forces françaises depuis leur recrutement par notre armée jusqu'aux routes de l'exil, en passant par toutes leurs lourdes démarches pour tenter, souvent en vain, de faire reconnaître tant leur rôle stratégique, les dangers auxquels ils ont été exposés et leur engagement moral irréprochable aux côtés de nos forces, que le risque qui pèse désormais chaque jour et de plus en plus sur leur vie et celle de leurs proches. L'ouvrage, en redonnant un nom et un visage à ces traducteurs, en documentant leur situation complexe et leurs conditions, a participé, je crois, et je l'espère, à l'entreprise de reconnaissance de cette indignité qui leur est faite, indignité qui a été et qui reste un déshonneur pour notre pays. Donc je vais vous présenter les 3 ouvrages et après on lancera la discussion, j'espère, rapidement. Le deuxième ouvrage, c'est donc l'ouvrage de Bara Rima qui se tient à ma gauche. L'ouvrage Dans le taxi. Donc Bara Rima, vous nous proposez un voyage à Tripoli. C'est l'occasion de visiter la ville, de retracer son histoire sur plus de 2000 ans et d'entrer dans la vie de ses habitants, mais aussi en même temps de revenir sur votre vie à vous depuis l'enfance. Car votre narration articule plusieurs versants documentaires dont les fragments sont entremêlés. Une recherche intime de soi, une plongée dans la société tripolitaine et le parcours historique d'une des grandes villes du Liban. Au cours de ce voyage extérieur mais aussi intérieur, trépidant, dans cette Tripoli des origines, vous explorez des thèmes divers et variés. Parmi eux, les relations sociales, les frontières entre le féminin et le masculin, le poids de la tradition, le mouvement, l'exil, la vie psychique, la poésie, le spirituel, le plaisir sensuel et l'exaltation de façon générale. Ce voyage se fait à travers une narration saccadée où foisonnent tranches de vie, souvenirs, fantasmes et rêveries. Une écriture graphique qui mêle harmonieusement dessins, collages, photographies et archives documentaires. Enfin, le 3e ouvrage, l'ouvrage de Noémie Hunayn,
Donc, votre ouvrage a caractère autobiographique, l'ouvrage de l'importance du poil de nez. Donc, dans cet ouvrage à caractère autobiographique, vous livrez le récit intime d'une jeune femme qui découvre qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle va devoir rentrer dans un long combat contre la maladie, en apprivoiser les effets sur son corps et sur sa vie qui s'en retrouve bouleversée. Le récit est chronologique et structuré. Les 9 chapitres tracent les différentes étapes de la maladie et du chemin vers la guérison. Ce sont la révélation, l'invasion, la maladie, les nuages, l'euphorie, le mal-être, la dépression, la thérapie et enfin le bien-être retrouvé, ce que vous appelez votre renaissance. Vous n'épargnez rien, ou presque, au lecteur des difficultés, des malaises et de la souffrance que vous avez vécue, du diagnostic aux séances de chimiothérapie, puis de radiothérapie, jusqu'aux consultations chez un psychologue, en passant par les divers check-up censés valider votre rémission. Vous nous montrez toute la série de transformations physiques et physiologiques, de souffrances et de désagréments auxquels vous êtes confrontés, les démangeaisons, les nausées, la langue blanche et pâteuse, l'amertume qui emplit la bouche, la perte des cheveux et la calvitie, les douleurs, la fatigue, l'épuisement, les endormissements, la perte de poils, des cils et des sourcils, et les nombreuses autres métamorphoses d'un corps appauvri. Les piqûres et les prises régulières de médicaments, les séjours à l'hôpital dans des pièces lugubres, la perte de libido, les restrictions sanitaires, médicales et alimentaires. Tu ne mangeras pas ceci, cela, tu n'exposeras plus ta peau au soleil. Mais il ne faudrait pas s'y tromper. Votre ouvrage refuse tout pathos narcissique et préfère emprunter au genre de la comédie. Le langage graphique est à l'image des personnages et de l'environnement dans lequel ils évoluent. Très coloré, dynamique, débordant d'humour, de joie et d'émotion, respirant la vie. Vous dynamitez sans cesse avec brio et humour toute tension dramatique et vous donnez, je crois, une véritable leçon de vie. Donc j'aurais aimé revenir avec vous, vous quatre, en fait, sur cette narration graphique, puisqu'on a 3 ouvrages qui partagent effectivement ce même intérêt pour une narration graphique de l'intime, mais qui se basent aussi sur cet arrière-plan documenté, documentaire. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez chacune travaillé pour nous offrir des ouvrages de cette qualité et de cette richesse. Peut-être que je peux commencer par vous, Brice Andloer. Donc, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous connaissez très bien la région et l'Afghanistan. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez donc travaillé beaucoup sur la région, mais vous n'étiez pas, je crois, familier de la bande dessinée au départ. Et j'aimerais savoir un peu quelle a été votre démarche, votre rencontre avec la bande dessinée, votre travail de scénarisation, et surtout, si vous voulez partager ça avec nous, j'espère de revenir aussi sur cette enquête qui est à l'origine de l'ouvrage. Bonjour, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais j'ai essayé de synthétiser. Oui, donc moi je viens pas du tout de la BD, je fais de la radio et du documentaire. Et alors je suis pas spécialiste de l'Afghanistan, j'en y allais pour cette enquête, mais je suis pas du tout spécialiste de l'Afghanistan. On a fait une enquête avec Quentin Muller qui peut pas être là aujourd'hui, qui est un autre journaliste. On avait fait un livre enquête chez Bayard sur cette affaire des traducteurs afghans de l'armée française. On est vraiment journaliste de formation, donc on avait fait des articles, des reportages radio, ce livre, et l'opportunité de faire une BD est arrivée via une éditrice qui nous a très fortement suggéré de le faire, parce qu'elle trouvait que l'histoire s'y prêtait. Et c'est elle qui nous a un peu encouragés en disant bah, ce serait bien, peut-être dans la panoplie de personnages que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y a des parcours qui ressortent, est-ce qu'il y a des trajectoires comme ça qui sont emblématiques. Et c'est comme ça qu'on a identifié les 3 personnages principaux de la BD. La BD se construit sur le parcours un peu enchâssé de 3 interprètes qui ont 3 trajectoires très différentes à partir du même travail. Et à partir de là, on a commencé à écrire un scénario ensemble, à commencer à réfléchir Enfin, vraiment, ça a été on a été un peu jeté dans le grand bain, quoi. Et ce qu'on a commencé on a contacté Pierre, que Quentin connaissait, parce qu'ils avaient travaillé ensemble sur un article de presse que Pierre avait illustré. Pierre nous a aidé à commencer à faire des planches tests, à relire le scénario avec nous. Et c'est tous les 3 après qu'on a contacté des éditeurs avec un dossier sans avoir commencé à faire la BD. Oui, parce qu'au final, avec la première éditrice, ça s'est pas fait, quoi. C'est elle qui vous a lancé et au final, ça s'est pas fait avec elle. Ouais. Et oui, moi, à la base,
Je viens pas forcément de... Enfin, je fais de l'illustration de presse, mais pas forcément de sujets aussi sérieux. Mais j'avais illustré un sujet sur le football, sur les terres contrôlées par l'État islamique, qui avait été écrit par Quentin Muller. Et à l'époque, je m'étais dit, ah, c'est marrant qu'on me propose un truc comme ça, un sujet comme ça, auquel je suis pas super familier, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et lui, en fait, il avait vachement aimé l'illustration parce que je pense... Parce que je ne viens pas de ce milieu, peut-être que j'ai fait quelque chose d'un peu inattendu en termes de couleurs, en termes de rendu, etc. Et donc lui, quand ils ont commencé à penser à la BD, il a pensé à moi instinctivement parce qu'il avait retenu mon travail depuis et parce qu'il voulait quelque chose d'un peu différent et de pas trop académique pour justement faire un ouvrage qui soit très vulgarisateur. Et parce que leur bouquin... Le livre que vous avez fait, l'enquête, il est super technique et super bien, mais très spécialisé, on va dire. Et nous, avec la BD, on voulait faire quelque chose de très pour tout le monde, quoi. Pas quelque chose, pas que ce soit trop clivant, parce qu'en plus le sujet est assez dur. Et donc nous, on voulait faire un truc assez universel, quoi. Donc moi, comme mon dessin est super simple et que je suis pas spécialement un spécialiste. Tu vois, je suis pas le gars qu'on va voir pour dessiner des tanks super bien dessinés ou des FAMAS ou des trucs comme ça. Mais ce qu'on voulait retranscrire par le biais du dessin, c'était plus les émotions des gens et se concentrer sur leur parcours humain pour que tout le monde puisse s'y identifier. Je vous remercie. Brice, je voulais aussi vous demander du coup par rapport à l'enquête et puis Pierre aussi comment vous êtes attribué cette enquête par la suite, mais du coup vous travaillez aussi sur la documentation beaucoup puisqu'il s'agissait aussi de faire pour ces traducteurs de faire reconnaître en fait qu'ils avaient été exposés durant la guerre du fait de leur collaboration avec l'armée française, qu'ils avaient été exposés à des dangers et de faire reconnaître aussi les dangers auxquels ils étaient exposés après le retrait de la France. Notamment, ils avaient réchappé vous le racontez très bien dans l'ouvrage, à des attentats, à des tentatives d'assassinat. Donc, vous avez aussi travaillé avec des associations, je crois, pour plaider la cause de ces traducteurs et de tous ces auxiliaires de l'armée française en Afghanistan en général. Et donc, comment vous avez aussi, passé de ce travail d'enquête documentaire, comment vous vous êtes dit, comment on va l'intégrer dans la bande dessinée, comment vous avez fait ça? En fait, ouais, le livre qu'on a écrit chez Bayard est vraiment une enquête purement journalistique très exhaustive. Ça fait plus de 300 pages. On a reproduit des mails internes de l'ambassade de France auxquels on a eu accès, des documents confidentiels, des comptes rendus de réunions ministérielles. Enfin, c'est vrai que tout ça, il y avait une vraie enquête politique qu'on voit presque pas dans cette BD, mais il y a plein de choses qu'on voit dans cette BD qu'on voyait pas dans le livre non plus. C'est-à-dire que la BD est vraiment truffée d'anecdotes, de vie que les interprètes nous avaient racontées, de comment ils avaient vécu les choses, de ressentis qu'ils avaient eu, de choses que nous on avait vues en les rencontrant aussi, l'intérieur des pièces, qui étaient, c'était difficile à remettre dans le bouquin et du coup les deux se complétaient. Et l'idée du livre, c'est de raconter l'histoire telle que les interprètes l'ont vécue. Donc c'est pour ça que vraiment on se met dans leur peau et c'est pour ça que de temps en temps, eux, ils n'ont pas accès à tout ce qui se passe dans les ministères. Donc on a fait quelques ellipses de temps en temps où on a reproduit un document qu'ils ont reçu, une lettre qu'ils ont pu consulter, où on a reproduit une scène de la réunion de sélection des dossiers à l'ambassade où il dit lui il aura son visa, lui non, on voit que c'est expédié en 5 minutes, ou le bureau de l'ambassadeur qui reçoit un mail où on lui dit... il y a plein d'interprètes qui demandent un visa, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, j'ai pas de réponse de Paris. Voilà, c'est des petits éléments qu'on a mis par petites touches comme ça, mais c'est des petites réminiscences de l'enquête qui sont là. Mais c'est vrai que l'enquête est un peu en retrait dans ce livre-là. Mais sinon, on avait accès à beaucoup d'archives personnelles en fait des traducteurs. Donc des choses qui sont des preuves. Tu parlais de la preuve de leur engagement. On a vraiment des photos et des vidéos d'eux sur le terrain avec des militaires en train de participer à des opérations militaires. Et donc c'était une super base de données pour moi pour travailler, parce que je ne suis pas allé en Afghanistan et je ne suis pas du tout familier de l'endroit, mais j'avais tellement de photos et tellement d'éléments que c'est comme si j'y étais allé, quoi. Et donc c'était pas très compliqué pour moi de me projeter. Autant c'était un peu plus compliqué de
représenter les paysages et la ville exactement, parce que j'ai pas l'ambiance, etc. Même si j'avais encore une fois beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, même que Brice et Quentin avaient pris. Par contre, du côté humain, c'était hyper simple pour moi de connecter avec eux, parce qu'il y avait tellement d'archives et c'était tellement parlant que du coup voilà, c'est sur ça que moi je me suis basé pour les représenter du mieux que je pouvais. C'était la partie la plus passionnante du travail pour nous qui découvrions la BD, c'était vraiment d'avoir des échanges, des allers-retours. Au pire, dès qu'il finissait un croquis, nous l'envoyait instantanément. Nous, on était sur nos téléphones en train de faire autre chose. Et on était là, non, bah là, enfin, les tapis, ils sont plus comme ça en général. Les militaires, ils parlent plus comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment un travail de co-construction assez artisanal, mais que j'ai trouvé assez passionnant, quoi. Ouais, mais c'était chouette de vous envoyer les dessins et que vous me disiez ouais, c'était comme ça, quoi, et de réaliser à quel point c'est une expérience universelle, quoi, que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, et même dans ma tête, dans la tête de beaucoup de gens, c'est peut-être un peu lointain les conflits de guerre, tout ça, mais au final c'est vraiment une expérience humaine, et c'est vraiment là-dessus qu'on voulait se concentrer au maximum. Merci beaucoup. Là, Rima, donc je voulais aussi revenir avec vous sur cette narration foisonnante. En fait, on a vraiment énormément de choses dans votre écriture graphique, et vous faites aussi appel pour l'aspect documentaire au collage, à la photographie, à des archives aussi personnelles, ou à des archives sur l'histoire du Liban. L'histoire sociale du Liban et culturelle. Et donc, comment en fait tout ça vous vient, comment vous travaillez avec tout ça, et comment vous arrivez à l'intégrer dans une œuvre aussi cohérente, en fait, qui retrace ce parcours intime, cette recherche intime. En fait, la bande dessinée documentaire, ça fait, je sais pas, au moins 20 ans que ça existe. Au moins, je dis bien au moins, c'est... et donc, elle est passée par suffisamment de temps pour pouvoir explorer plein de façons de voir le documentaire. Ça peut aller du documentaire journalistique jusqu'au documentaire subjectif d'auteur. Et donc, moi, en parallèle de mon travail, de mes livres, je collabore assez régulièrement à la presse, et donc j'ai fait pas mal de bandes dessinées documentaires. J'aime beaucoup ce langage. J'en ai fait aussi un peu au cinéma, parce que j'ai fait quelques films. Dans le documentaire, il y a quelque chose de très propre au dessin, en fait, parce que dans le dessin, il y a quelque chose de très documentaire. On dessine quelque chose qu'on voit, donc on capte quelque chose, on capte un moment. Alors, la bande dessinée permet aussi d'avoir effectivement des choses que le texte seul ne peut pas, comme le texte seul permet des choses que la bande dessinée ne peut pas. Enfin, je trouve ça très intelligent ce que vous avez fait, c'est complémentaire par rapport à ce qu'on peut raconter. Et donc, moi, le documentaire, au départ, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais quand je me mets à faire un livre, ça ne me suffit pas. Parce que j'aime bien casser les frontières et traverser les genres. Et donc... Je précise que vous êtes réalisatrice aussi. Hein, oui, voilà, j'ai fait quelques films, ouais, bon, pas beaucoup, mais quand même. Et alors, la question des genres, c'est que ouais, j'aime bien voyager entre le documentaire, l'autobiographie, l'autofiction, l'autodocumentaire, la science-fiction. Et c'est en fait, je ne sais pas comment je fais, mais ouais, je fais du collage. En fait, c'est vraiment du collage aussi dans ce sens-là. Et donc, dans le taxi... c'était un retour à Tripoli, donc effectivement, je commence le livre avec une vingtaine de pages documentaires, donc où je reviens un peu en arrière dans l'histoire sans respecter la chronologie, donc je passe des croisés au Mamelouk, à l'Antiquité, puis je reviens à l'ère moderne, pour montrer un peu la richesse et la complexité de cette ville.
Et en fait, pourquoi ce passage-là? Parce que ce retour à Tripoli, c'est principalement pour moi un retour à mon lieu d'origine, en fait, quelque part, et donc à mon enfance. Donc après un passage par le général qui essaye de résumer, de donner un résumé subjectif de l'histoire de la ville sur ces 20 pages, après ce passage-là, il y a forcément un moment où je passe du général vers le particulier, du collectif vers l'individuel. Peut-être aussi pour exprimer le fait que chaque expérience individuelle, elle est nourrie d'un héritage collectif, et que l'héritage collectif, il peut être lourd aussi, il peut être léger, mais il peut être lourd, enfin l'héritage, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, oui, c'est ce mélange-là qui fait que cette technique de collage dans le sens de rassembler des bouts de documentaires, d'autobiographies et d'autofiction, qui me permet d'être le plus près de ce que j'explore en fait dans ce voyage, qui est un voyage dans l'espace et dans le temps. Oui, merci. Et je trouve aussi qu'il y a un aspect de votre œuvre qui est très intéressant et qui révèle aussi toute la richesse du travail contemporain, y compris en bande dessinée, mais vous le faites vraiment admirablement et d'une manière dont je ne l'avais jamais vu. C'est un travail aussi d'analyse. Là, on est en train d'analyse un peu socio-psycho-analytique, où vous revenez sur votre expérience intérieure, mais aussi en lien avec ce que la société a fait de vous. Essayer de comprendre un peu ce que la société a fait de vous, ce que vous êtes, et cette espèce d'aller-retour sans cesse entre ce ressaisissement de l'histoire du Liban et de votre histoire à vous, de l'histoire familiale et votre histoire à vous, de l'histoire collective, de tribale, etc. Ces jeux de mémoire qui permettent de ressaisir cette expérience, en fait, que je trouve qui est vraiment, vraiment passionnante dans cet ouvrage. Alors, le plus gros du récit se passe dans un taxi collectif, donc c'est un moyen de transport public qui ressemble, c'est une voiture, mais sauf que c'est pas une voiture privée, c'est les gens qui montent, qui descendent et qui vont d'un endroit à un autre, et donc les gens qui se retrouvent à un moment donné dans un espace fermé, dans une sorte de microcosme, c'est une manière de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai voulu en faire une représentation de la société. Et ce qu'il y a dans le taxi aussi, c'est qu'on est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'on est à l'intérieur d'un espace fermé, mais en même temps, il y a les vitres qui permettent d'être en même temps dans la ville. Je cherche toujours... Alors, je ne sais pas si je réussis ça, je veux dire, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, je cherche toujours à aller au-delà de l'histoire privée et donc d'offrir à celles qui vont lire la possibilité de s'identifier à ce récit. Donc, j'essaye d'aboutir à quelque chose d'universel, et donc, effectivement, même si je fais de l'autobiographie et de l'autofiction, le but, c'est de toucher les autres, en fait. C'est une volonté de partager une expérience, une réflexion, une fragilité, une certaine esthétique, une certaine poétique avec les autres, quoi. Je sais pas, je réponds un peu à côté, mais c'est pas grave. Prenez toutes les libertés. Noémie, j'aurais 2 questions pour vous, et puis peut-être j'aimerais que aussi vous ayez le temps peut-être de parler aussi de votre ouvrage, de la manière dont vous avez envie de le faire. Mais j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est la manière dont vous utilisez l'humour. Alors on est un peu à côté du sujet, mais on va y revenir. C'est la manière dont vous utilisez l'humour, parce que c'est vraiment... ça qui est vraiment saisissant dans l'ouvrage, cette manière dont en fait vous faites passer toujours un peu l'insoutenable sans le trahir,
Et vous êtes toujours au plus près du vécu, mais l'humour, voilà. Cette bande dessinée est vraiment très drôle, quoi. Donc voilà, comment vous avez travaillé avec cet humour qui vous vient aussi, on le voit dans l'ouvrage du personnage, hein, mais voilà, pourquoi cet humour? Là, si je vais pas être drôle, je vais me sentir mal, en fait. Non, mais en fait, quand j'ai travaillé, et même moi, dans ma vie au quotidien, plus il y a du drame, plus je trouve du comique. Et je dirais que lorsque j'avais pas de cheveux de base, je faisais tout le temps des blagues à mes amis, genre envoyais des vidéos en mode ah, je vais me peigner les cheveux, en fait. Moi, j'avais besoin de rire, en fait. J'avais besoin de dédramatiser, j'avais besoin de démystifier les choses. Et je pense que nous, en tant que Libanais, on a un petit peu cette habitude de... Enfin, plus il y a des problèmes, plus il y a des blagues qui fusent. Là, par exemple, il y a la crise, et moi, chaque jour, je reçois une tonne de blagues incroyables. En fait, j'ai l'impression que la misère est la mère de la création. Et c'est un peu comme l'ennui, mais chez nous, c'est la misère. Et pour moi, c'est toute situation ingrate. Plus elle est ingrate, plus je trouve en elle quelque chose de drôle. Et je trouve que plus conventionnellement on peut pas rire de quelque chose, plus j'ai envie d'en rire. C'est un petit peu une envie personnelle de changer l'ordre des choses. Et c'est vraiment ça dans la bande dessinée, c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois on parle de quelque chose qui a l'air dramatique, il y a une tension sur la perte des cheveux ou autre, et ça se termine par une blague, une anecdote, une boutade ou autre qui dynamite à chaque fois cette tension, et c'est vraiment savoureux dans l'ouvrage. Et j'ai une autre question, donc pour revenir aussi à l'aspect documentaire, c'est que vous avez aussi une écriture graphique où vous vous attachez beaucoup aussi à présenter par exemple des schémas, des graphiques, que ce soit aussi des cartes. Vous présentez les cartes du Liban, les cartes de votre ville, Rajeltoun, c'est ça, donc un aspect aussi pédagogique et didactique. Vous présentez par exemple aussi des schémas sur les phases de la chimiothérapie et l'impact que la chimiothérapie a sur votre immunité et donc sur votre corps aussi. Et donc voilà, cet aspect aussi documentaire, y compris aussi vous utilisez vos carnets intimes, puisque vous êtes appuyé aussi sur votre journal intime pour reconstituer cette expérience. Et donc voilà, qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, j'ai essayé de tirer une sorte de méthodologie de comment j'ai travaillé. Alors, je dirais que souvent, je pars d'un jet intime. En fait, c'est un jet qui n'est pas contrôlé. Je n'essaye pas de dompter ma pensée. Je laisse mon inconscient parler. Et après, j'essaye de dompter ces informations. Donc, d'abord, je m'exprime, je me lâche. C'est pour moi, c'est personnel. De ce que je lâche, j'en tire des choses que j'aimerais raconter. Et souvent, je trouve que dans l'intime, il y a l'universel. Enfin, les gens disent souvent qu'est-ce que l'intimité? Pour moi, il y a une frontière très compliquée et qui est très personnelle à qu'est-ce que l'intime. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un de très pudique et qui n'a pas beaucoup de filtres en général, mais pour moi, je me considère quelqu'un de très pudique et qui a beaucoup de filtres. Donc, chacun a ses mesures à lui. Ensuite, lorsque je laisse sortir ce que j'ai envie de dire, donc je suis matheuse, mon cerveau est très mathématique et j'aime bien contrôler les choses. Donc je dirais que pour moi la structure du scénario, elle est faite vraiment en structure classique où je place les choses, je vois ma trame, j'ai besoin de voir où tout va être. Si ce personnage doit être drôle à ce moment, il faut que le lecteur ait compris avant qu'il ait, par exemple, si quelqu'un est radin, il faut que je mette 2 petites scénettes où on comprend qu'il est radin pour qu'à la 3e, lorsque cet acte de radinerie va arriver, il puisse rire. Donc en fait, pour moi, il y a un contrôle parce que j'aimerais bien que le lecteur il comprenne ce que j'ai envie qu'il comprenne aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une marge d'imagination ou d'interprétation, non, mais il y a des choses que j'ai envie de mener. Ça, c'est d'une part. Donc quand je construis, c'est vraiment une construction. Mais ça part d'un sentiment profond qui est le mien. Je reste authentique à mes sentiments, mais après, il y a la couture. Et à la fin, quand j'ai terminé mon récit, je me suis rendu compte que ma BD est en français et qu'elle est publiée par un éditeur français qui est Sarbacane et que finalement, mon public premier sera français.
Et si ma BD était juste destinée à des Libanais, je n'aurais pas mis les doubles pages où je présente mes parents et tout, mais parce que ces doubles pages, j'avais pas envie que les gens interprètent différemment la situation de ma famille et de mon pays, donc j'avais besoin de faire une petite introduction. Et je trouve que ce n'est pas mauvais aujourd'hui de guider un petit peu, de donner des informations. Je n'essaye pas d'enseigner l'histoire, j'essaye juste de positionner dans un certain contexte, espace-temps, qui pour moi est important parce que ça définit un petit peu les caractères des personnages. Enfin, je dirais que c'est aussi une façon de les rendre plus aimables. Parce que si on ne comprend pas leur passé, peut-être qu'ils deviennent... Enfin, tous aujourd'hui, par rapport à l'empathie humaine, on dit souvent, parle un peu plus avec cette personne, tu trouveras toujours un moyen de l'aimer un peu plus. Enfin, assieds-toi avec et parle. On a toujours des liens. Si on cherche à trouver des choses, à comprendre le passé qui rend les gens ce qu'ils sont. Donc, moi, j'ai eu du mal à accepter la génération de mes parents quand j'ai grandi en devenant adolescente parce qu'ils ont vécu la guerre et qu'ils nous ont imposé leur trauma et que je suis la génération de l'après-guerre qui est née avec un trauma non réglé. Donc je l'ai en moi parce qu'on vit, comme a dit Barak, il y a un héritage dont on hérite. Et moi j'ai voulu refuser que cet héritage me pourrisse la vie. Or, mes parents n'ont pas eu cette chance. Donc au bout d'un moment, il y a une sorte de nouvelle vision qui vient. Au début, ça peut être un peu de haine par rapport à eux. Mais avec le temps, notre regard s'assouplit et s'attendrit. Parce qu'on commence à se dire qu'il y a eu un contexte qui les a rendus ainsi. Donc, moi, je pars toujours de cette optique. Et c'est pour ça que la documentation, pour moi, était importante. C'était uniquement pour l'empathie. Ce n'était pas plus pour l'histoire. Je ne suis pas ni spécialisée, ni je me proclame. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup. Je vais revenir du coup au premier ouvrage et je me demande, enfin on se demande peut-être tous aussi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette situation des traducteurs afghans Alors, depuis la parution de la BD, ça a pas mal bougé. Aujourd'hui, on est à peu près... un peu moins, à peu près 250 interprètes qui ont été rapatriés avec leur famille en 3 vagues successives depuis 2012. Donc ça a été très compliqué, on l'a raconté dans le livre et dans nos enquêtes. Aujourd'hui, il en reste donc 250 interprètes sur environ 800 qui ont été embauchés sur toute la période de travail d'intervention de l'armée française. Il en reste une soixantaine aujourd'hui en Afghanistan qui demandent à venir en France, pour qui c'est très compliqué puisque... l'ambassade de France, c'est désormais un secret de polichinelle, visiblement selon les journalistes sur place, va fermer, comme pas mal d'ambassades occidentales à Kaboul, puisque les talibans sont sur le point de reprendre le pouvoir. Ce qui fait que, bon, ça va peut-être pas changer grand-chose, puisque l'ambassade de France ne les recevait plus et ne leur répondait plus depuis des années. Mais là, ça acterait définitivement l'impossibilité qu'ils ont de demander un visa et de demander à être protégés par la France. Aujourd'hui, les consignes, c'est même plus d'aller à Kaboul, c'est d'aller à Islamabad, au Pakistan voisin, ce qui peut être une route très dangereuse par ailleurs. Et selon la journaliste du Figaro qui couvre la région, qui a sorti un article hier, l'ambassade d'Islamabad reçoit même des consignes directes de ne plus accepter les demandes de visa des Afghans, de tous les Afghans qui aient travaillé pour l'armée française ou pas. Donc là, il reste une soixantaine d'interprètes pour qui c'est très compliqué. Il y en a un qui s'est fait assassiner il y a 2 semaines. C'est le deuxième interprète des forces françaises à être mort. Le drame de son histoire, c'est qu'il n'était pas interprète engagé dans les combats comme on peut le voir dans la BD. Il était magasinier, donc en fait il faisait de la cuisine, de la logistique sur une base, ce qui a fait que c'était un poste moins exposé et que les personnes qui ont sélectionné les dossiers en ont tiré la conclusion un peu hâtive, à mon sens, que son poste ne l'exposait moins que des personnes qui participaient au combat. Sauf qu'en fait, une fois que les rumeurs courent un peu dans les villages ou des choses comme ça, le fait qu'il ait travaillé avec les étrangers, ça revient un peu au même. Peu importe ce qu'il a fait, à partir du moment où il a travaillé avec les étrangers, c'est très dangereux pour eux. Ouais. Et tu parlais de la sélection qui a été faite. Peut-être qu'on peut en parler un peu de à quel point ça paraissait arbitraire, les critères sur lesquels ils ont sélectionné les dossiers. C'était vraiment, on épluche le profil Facebook de quelqu'un et
S'ils postent un peu trop de citations du Coran, par exemple, bon, ben, un moyen, c'était un peu du branding, quoi. C'est lequel, ils ont un peu pris ce qui allait passer le mieux, sans auprès du public français, si je peux me permettre, quoi, et sans forcément prendre compte du réel danger. En fait, il y avait une vraie déshumanisation de ces personnes, quoi. Et ça, couplé avec la bureaucratie à la française, impossible à comprendre, même quand on est français. Et, la planche voilà. le montre très bien ici. Hein. Oui, bah, d'ailleurs, voilà. ça le tranche avec le recrutement. Il y a une autre planche dans l'ouvrage qui parle du recrutement et on voit que c'est très facile de se faire. C'était très facile à l'époque, c'est ça, de se faire recruter. Oui, alors qu'à l'inverse, besoin. Se faire recruter, c'était très facile. Ouais. Voilà, l'armée française avait besoin de recruter, avait besoin de ses traducteurs, ses auxiliaires pour toutes les missions. On les voit dans l'ouvrage, que ce soit des missions de repérage, que ce soit les missions même de former les soldats afghans, parce que les soldats afghans étaient aussi de l'armée nationale afghane, étaient formés par l'armée française. Donc il y avait vraiment besoin de ces traducteurs. Et donc c'était vraiment facile de se faire recruter avec peu de, enfin en tout cas au début avec peu de critères, de restrictions. Et puis le gros contraste qu'on voit dans la bande dessinée avec le moment où il faut prouver qu'on a travaillé, il faut prouver qu'on a été exposé, il faut prouver qu'on est en danger, il faut prouver que notre vie et celle de notre entourage. Voilà, alors même qu'il y avait des enquêtes de sécurité très, très rigoureuses qui étaient menées sur les interprètes tous les 6 mois, puisque leur contrat était renouvelé tous les 6 mois. Donc là, les interprètes qui demandent à venir en ce moment, c'est pour la plupart des interprètes qui ont travaillé plusieurs années, certains près de 10 ans. Donc en fait, un interprète qui a travaillé près de 10 ans a été checké par les services de renseignement militaire une vingtaine de fois. C'est-à-dire qu'en fait, on leur faisait suffisamment confiance pour leur confier des informations confidentielles, les faire asseoir dans un véhicule blindé, leur confier des armes parfois. Par contre, après, quand il s'agit de les rapatrier, là, on leur fait plus confiance. Et là, voilà. Mais tout ça pour dire, les risques d'infiltration, les risques pour les militaires français étaient réels. Il y a eu des militaires français qui se sont fait tirer dessus par des interprètes. Ce sont des choses qui sont arrivées. Simplement, ces interprètes-là étaient les interprètes sur lesquels il y avait un doute sont tous fait virer très très vite, quoi. Donc c'est pas d'eux dont on parle en fait aujourd'hui. Voilà, donc vérifier leur authenticité, si je puis dire, au moment où tout est fini, ça n'a pas de sens vu qu'ils ont déjà été approuvés maintes et maintes fois au fil de leur carrière, quoi. Et peut-être qu'on peut parler un peu de Caroline Decroix. Oui, j'ai oublié de le faire à mon grand tort. Caroline Decroix, elle apparaît souvent dans la BD, c'est la vice-présidente de l'association des interprètes afghans de l'armée française. C'est une avocate bénévole qui a créé cette association et qui l'a portée à bout de bras pendant des années, qui a monté un collectif d'avocats bénévoles, qui est monté jusqu'au Conseil d'État, qui a obtenu gain de cause au Conseil d'État, avec le cabinet Spinozzi-Suro aussi, qui a réussi à créer une jurisprudence pour obtenir la protection fonctionnelle pour les interprètes de l'armée française, qui est allée devant les ministères, devant l'Élysée, devant... Enfin, voilà, elle a fait un travail titanesque sans lequel cette affaire n'aurait probablement même jamais été connue de pas mal de journalistes aussi. Et voilà, la BD était aussi... Elle a écrit la préface de la BD et elle apparaît en tant que personnage à travers le crayon de pierre aussi par moment, parce que c'était quelqu'un de très important dans cette histoire. Merci beaucoup. Voilà, Rima, ce qu'on a oublié de dire, ce qui est quand même assez important, parce que c'est que cette bande dessinée, elle arrive aussi après un autre travail, enfin, plusieurs ouvrages, et notamment une trilogie sur Beyrouth, que vous avez écrite dans l'intervalle de plusieurs années. Et donc, qu'est-ce que vous pensez pourquoi vous avez voulu écrire cet ouvrage supplémentaire, et comment, qu'est-ce que ça vous a apporté de différent ou de plus? Beyrouth, la trilogie, c'est comme son nom l'indique, c'est 3 livres au départ, dont le premier a été fait, c'était mon travail de fin d'études quand j'étais à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, donc ça date de 1995.
Et puis 20 ans après, j'ai fait le deuxième volet, donc 2015 Beyrouth Bye Bye et puis 2017 Beyrouth Rewind, qui ont été regroupés par l'éditeur français dans ce livre unique qui s'appelle Beyrouth la trilogie. Donc ce sont 3 moments où je pose mon regard sur la ville de Beyrouth. Le premier moment en 95, c'était un moment plein d'espoir. On venait de sortir de la guerre civile, donc tout était possible. 20 ans après, le désespoir gagne. Donc là, c'est Beyrouth Bye Bye. Je quitte Beyrouth, je dis bye bye. Et puis Beyrouth Rewind, je retourne en arrière. Je clôture la trilogie avec un regard un peu plus nuancé et où je laisse la possibilité à la révolte. Alors, c'est aussi un travail qui est très documentaire parce que je me base sur des faits réels qu'a connu le Liban, notamment entre 2015 et enfin, ça va jusqu'à aujourd'hui, avec les premiers mouvements de contestation en 2015 qui sont apparus avec la crise des poubelles. Donc, c'était un moment où... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y avait l'incompétence du gouvernement a fait qu'on s'est rendu compte tout à coup qu'il n'y a plus de place pour mettre la poubelle. Donc il y a de la poubelle partout dans la rue, et puis les gens sont... Et donc il y a eu un premier mouvement de contestation qui était un peu les prémices de ce qu'on a appelé la révolution qui a démarré en 2019. Et à la fois, je parle de tous ces événements-là, mais en me jetant dedans, c'est-à-dire que je suis toujours dans l'autobiographie et dans l'autodocumentaire et dans l'autofiction, parce que je me projette dans le livre comme un personnage, et là en plus avec ma famille, c'est avec ma compagne et notre fille. Et puis à un moment donné, ça bascule, il y a toujours un moment donné où je bascule vers la fiction ou la science-fiction, mais comme le dit le personnage du chauffeur, parce qu'il y a aussi un taxi dans ce livre-là, comme le dit le personnage du chauffeur à un moment donné, donc on est tous les trois avec ma compagne et ma fille, on monte dans le taxi, et puis le chauffeur il nous dit ce qui se passe c'est effrayant, c'est terrible, c'est apocalyptique, mais il ne dit pas en fait, il n'explique pas ce qui se passe. Il dit c'est effrayant, c'est terrible ce qui se passe, mais en fait on ne se rend pas compte de ce qui se passe que si on le raconte, en faisant de la bande dessinée par exemple. Donc ça c'est vraiment la parole du chauffeur. Et j'exagère un peu, mais pas tellement finalement dans ce qui se passe, parce qu'en fait si on monte dans ce taxi, c'est parce qu'à un moment donné on se trouve sur la corniche de Beyrouth, où on va juste se promener au bord de la mer, et il y a des espèces d'extraterrestres qui débarquent, qui nous chassent, qui nous disent que c'est un espace privé, et qu'en fait tout le monde s'en va, et parmi les gens, nous trois, et donc on s'enfuit. Et donc, c'est comme si j'avais fait une concentration de toute la violence, qui est devenue une violence ordinaire, en fait, dont on ne se rend plus compte au Liban, qui est une violence liée à l'ultralibéralisme et la mainmise de cette mafia qui continue à sucer le pays, à le vider de toutes ses richesses et de tous ses espoirs. Et qu'en fait, ces extraterrestres, bah oui, c'est des extraterrestres. C'est un peu le cliché de la science-fiction, en fait. Hein, je sais pas. C'est vraiment, j'aime bien les clichés parfois. C'est un peu le cliché de la science-fiction, mais c'est pour raconter une réalité qui est bien réelle, qui est bien plus réelle que la j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, enfin, c'est pour dire que quand on raconte quelque chose... Ça pourrait être une description, par exemple, d'une scène, c'est ça. Oui. Et donc, c'est un peu ça, quand je parle de la frontière entre le documentaire et la fiction, et la frontière entre le vrai et le faux, en fait, parfois, en racontant la vérité d'une certaine manière, elle est plus vraie que la vérité elle-même. Enfin, je sais pas, mais ça reste toujours relatif, évidemment, hein. Ça reste toujours subjectif, ça reste toujours un regard posé sur la ville, sur son évolution.
mais c'est une manière de raconter. Donc en fait, oui, c'est vraiment pas... C'est du documentaire et c'est pas du documentaire, mais ça reste du documentaire quand même. Merci beaucoup. Une belle conclusion pour dire qu'effectivement, c'est compliqué de saisir toute cette richesse qu'il y a dans vos ouvrages d'un point de vue vraiment narratif. Vous sortez complètement, en fait, c'est inclassable en fait. Vous sortez des cases de l'écriture graphique telles qu'on les connaît, vous sortez des catégories de genre. Donc voilà, il y a toute on voit bien qu'il y a une inventivité, un renouvellement et une création dynamique en fait dans le monde de la BD d'aujourd'hui et dans et sur le Maghreb et le Moyen-Orient en particulier. Donc ça fait plaisir. Noémie, peut-être revenir sur votre démarche un petit peu plus en profondeur aussi, vous offrir l'occasion de le faire, parce que vous le racontez d'ailleurs dans la bande dessinée. Cette bande dessinée, c'est un projet qui était d'abord que vous aviez initié à l'Académie libanaise des Beaux-Arts lors de votre master, hein, c'est pour votre diplôme de master au départ. Et donc il y a un projet, on voit bien, vous le racontez dans l'ouvrage, il y a une maturation de ce projet-là. Voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain que vous vous êtes dit bon bah tiens je vais faire une bande dessinée sur mon cancer. Il y a quelque chose qui était là, une écriture qui était là. Il y avait l'utilisation du journal intime puisque vous avez durant la maladie beaucoup écrit. Donc voilà, comment cette bande dessinée est née en fait, à quel besoin elle a répondu quoi. En fait, si je vais revenir, c'est que je voulais aller vivre à Berlin lorsque je suis tombée malade. J'avais pris une année sabbatique pour apprendre l'allemand. J'avais des plans de vivre la vie d'artiste à Berlin. J'avais un fantasme de vie en particulier. Et lorsque j'ai pris cette année de break, je suis tombée malade. Et après, j'avais des choix entre travailler et revenir à la fac. Je me suis dit, bon, je reviens à la fac, à l'Alba et tout. Et j'aimais bien, en fait... moi, je voulais pas faire de la bande dessinée à la base. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, en fait, j'ai un récit qui m'attend. J'ai envie de raconter ce qui s'est passé, mais en fait, c'était juste pour moi d'abord. C'était un besoin très personnel et je sentais que ça faisait partie un petit peu de ma convalescence, en fait. Il fallait que j'en parle, que je le mette quelque part et voilà, que je le mette quelque part. Et une fois que j'ai commencé à faire ce projet, et on avait juste 40 pages. Je trouvais que c'était trop peu. Moi, je voulais faire 80 au début. J'ai fait ma première version, elle faisait 80 pages, mais j'étais pas satisfaite. C'était pas la narration que je voulais, c'était pas la manière dont je voulais présenter les choses. Je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Bon, c'était une sorte de OK, mes sentiments sont sortis, mais en tant qu'objet artistique, je ne trouvais pas qu'il avait une valeur particulière. C'était vraiment un truc qui avait une valeur sentimentale et j'ai lâché ce que je voulais lâcher. Après, il y avait dans mon jury un auteur français qui s'appelait Christophe Dabitsch, qui est publié chez Futuropolis. Lui et Troups étaient dans mon jury et il m'avait dit « Mais envoie ta BD à un éditeur en France. Tiens, je te donne le contact de mon éditeur. » Et là, j'envoie ma BD à Futuro et j'envoie ça vendredi soir. Lundi matin, je reçois un mail qui me dit « Ah, c'est bien, il faut arranger quelques petits trucs et tout. » Alors moi, je voulais plus faire de la BD. J'étais genre « Bon, ok, j'ai fini mon truc. » Et je me dis en fait, je vais la recommencer. Recommencer, 80 pages déjà faites. Pour avoir ce pavé de 240 pages qui est bien lourd. Quand j'ai réécrit mon histoire une deuxième fois, j'ai été invitée à Angoulême pour la travailler. Et quand j'étais en résidence, je vois tous ces auteurs fantastiques que j'admirais déjà en tant que fangirl lectrice. Je me dis, oh putain, ma BD n'est pas au niveau. Bon, je recommence. Et j'ai recommencé, j'ai commencé à dessiner. Je voulais vraiment faire un truc bien. Et là, je l'ai envoyé à Futuro qui m'a dit, en fait, c'est pas dans notre catalogue. J'ai pleuré comme un bébé toute la journée. J'ai vraiment chialé, je me suis noyée dans mes larmes. Et après, je me suis dit, bon, je l'envoie à tout le monde. Et là, j'ai eu Sarbacane. J'étais à Colomiers en résidence aussi. Et finalement, cette BD m'a fait voyager entre Angoulême 2 fois, puis je suis allée à Colomiers. J'ai travaillé avec la mairie de Toulouse et tout, et je me suis installée finalement à Toulouse. Et j'ai travaillé ma BD là-bas. Donc en fait, cette BD m'a fait voyager, vivre des choses, j'ai grandi avec. Et là, aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très, très, très loin. Et quand je la regarde, je dis c'est une partie de moi qui, comme tu m'as dit hier, Barak, qui n'est plus à moi.
Et en même temps, des fois, je me dis que c'est un projet que j'ai fait et que j'avais besoin de faire, mais ce n'aurait pas été un projet que j'aurais fait si je n'avais pas eu cette expérience, en fait. Il s'est imposé à moi et j'en ai tiré ce que j'en voulais tirer. Maintenant, c'est une porte vers d'autres projets. Voilà. Merci beaucoup. Donc on me dit dans l'oreillette que le temps qui nous était imparti est écoulé. Donc ce que je propose au public qui aurait peut-être envie d'échanger avec les auteurs, et je le propose d'autant mieux que ce sont les auteurs et auteurs qui m'ont proposé ça, c'est qu'on se retrouve en dehors de l'enceinte de l'établissement pour échanger avec elles et eux autour d'un verre, si vous le voulez bien. Donc, vous aviez parlé d'une adresse On peut se retrouver déjà à la sortie et puis après on voit si... oui, on peut aller boire un verre, oui. Voilà, donc l'invitation est lancée. Donc on va faire le Maghreb Orient du livre off. Voilà, c'est le off. Et puis voilà, pour avoir une discussion un peu plus libre, des échanges, des échanges un peu plus personnels si vous le souhaitez. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à cette séance et merci aux autrices et auteurs d'avoir répondu présents.